Mesdames et messieurs, bienvenue à votre magazine Bosso l'économie. 40 minutes pour réfléchir sur l'actualité économique du pays. Nous allons nous intéresser cette fois-ci à la loi des finances pour l'exercice 2023 où le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde avec tout son gouvernement ont déposé le jeudi 15 septembre dernier au bureau de l'Assemblée nationale la loi des finances pour l'exercice ou le projet de loi des finances pour l'exercice 2023 conformément aux articles 126 de la Constitution et puis 83 de la loi relative aux finances publiques. Dans cette loi, le Premier ministre et le gouvernement proposent un budget de 29 milliards 520 millions de francs congolais, soit 14,6 milliards de dollars américains. Selon le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, plus de 10 milliards de dollars proviendront de ressources propres de la RDC, soit une augmentation de plus de 50% par rapport au budget 2022. Sama Lukonde a laissé entendre aussi que ce budget se propose d'appuyer un programme ambitieux à la base pour la distribution des richesses dans chaque territoire du pays. À travers cette loi des finances, le gouvernement entend faciliter les échanges des richesses au niveau agricole. Comment faire pour que ce budget puisse profiter à la grande masse de la population RD congolaise? Quels sont les secteurs prioritaires pour le gouvernement et qui pourront booster le développement au pays de Lumumba? Comment le gouvernement a fait pour que ce budget puisse atteindre cette hauteur? Nous en parlons dans cette émission avec vous, M. Hassan Makombo, analyste économique. Monsieur Hassan, bonsoir. Bonsoir. Habitué de ces plateaux, aujourd'hui nous allons parler d'un sujet très important. Mesdames et messieurs, à vous également, bienvenue. Je l'ai dit tantôt, le Premier ministre a déposé le 15 septembre dernier au bureau de l'Assemblée nationale le projet de loi des finances pour l'exercice 2023. C'est un budget qui est estimé à la hauteur de 29 milliards 520 millions de dollars américains, soit 14,6 milliards de dollars américains. Je voulais dire 29 milliards 520 millions de francs congolais, soit 14,6 milliards de dollars américains. Alors, selon le Premier ministre, ce budget, 10 milliards de dollars proviendront des ressources propres, soit plus de 50% par rapport au budget de 2022. Un record quand même abattu par le gouvernement. Monsieur Hassan, le gouvernement a déposé quand même le budget 2023 et conformément à la Constitution parce que la Constitution voudrait bien que le jour de l'ouverture de la session budgétaire ou la session parlementaire à l'Assemblée nationale, que le Premier ministre puisse déposer la loi, le projet de loi des finances, ce qui a été fait, mais ce projet est examiné à près de 29 milliards de francs congolais, soit 14 milliards de dollars américains. Est-ce que ce budget est-il réaliste? Merci beaucoup pour l'invitation et pour la parole. Alors, concernant les budgets de notre pays, avant d'abord de m'attaquer aux chiffres, je vais essayer un peu de faire une petite historique du budget et puis quelques thèmes ou quelques définitions. C'est important. Voilà. Alors, les budgets, c'est... D'abord, les budgets, vous allez retrouver qu'il y a plusieurs définitions. Mais moi, je vais essayer un peu d'être un peu simpliste en disant que le budget, c'est un acte par lequel où sont prévus et autorisés les recettes et les dépenses annuelles d'un pays. De façon brève aussi, nous pouvons dire que le budget, c'est une sorte de... Ça vous montre la situation financière d'un pays. Voilà, c'est un peu ça. Et puis alors, si vous parcourez aussi toujours dans les budgets et tout, vous avez les différentes sortes de budgets. Les budgets peuvent être déficitaires ou encore, ça peut être un budget équilibré et puis aussi un budget excédentaire. Déficitaire, c'est quand vous avez les dépenses qui sont supérieures par rapport aux recettes. Alors, si vous avez un budget équilibré, vous comprenez déjà qu'il y a un équilibre entre les dépenses et les recettes. Et puis, l'autre côté, les budgets excédentaires, quand les recettes sont plus supérieures par rapport aux dépenses. Alors, il faut retenir une chose qui est très capitale pour les budgets. Alors, au sein du budget, vous avez, d'abord par la définition que je viens de donner, vous avez, si vous remarquez très bien, il y a des mots qui peuvent attirer l'attention de plusieurs personnes. Vous avez, nous avons dit que le budget est un acte où sont prévus et autorisés.
Pourquoi nous disons c'est prévu? Parce que le budget, à la base, c'est une prévision. Okay. Alors, la prévision provient du gouvernement. Le gouvernement essaye de faire une sorte de programme pour les présenter au Parlement. Alors, quand ça arrive au Parlement, c'est au Parlement où ça trouve l'autorisation. Et puis aussi, le Parlement, c'est le Parlement qui est l'autorité budgétaire parce que c'est lui qui vote le budget. Sur le plan pratique, bien, on peut illustrer ça par un exemple. Vous proposez un budget de 10 millions ou de 10 milliards, par exemple. Là, c'est le gouvernement, mais c'est le Parlement qui va trancher. En regardant, non, par rapport aux réalités du pays, nous pouvons remettre le budget à la hausse ou encore essayer un peu de revoir un peu les montants à la baisse. Donc, c'est un peu ça aussi. Alors, parlant du budget, parce que vous avez évoqué là tout à l'heure, vous avez évoqué les sortes de budgets équilibrés, excédentaires et puis déficitaires, c'est ça? Oui. Alors, vous avez défini, selon vous, et je pense que c'est la définition réelle d'ailleurs de tous ces budgets, et dans le budget excédentaire, on voit le surplus des recettes par rapport aux dépenses, où on réalise beaucoup plus de recettes, mais qui sont en plus que les dépenses qui sont prévues. Voilà. Là, on parle du budget excédentaire. Alors, parlant du budget déficitaire, là, on voit moins de recettes, plus de dépenses. Effectivement. Donc, l'État a moins de recettes, mais a prévu beaucoup de dépenses. Voilà. Mais là, il y a un risque, non? Non. Quel est le risque qui se présente lorsqu'il y a moins de recettes et puis plus de dépenses? Bon, le risque, c'est quand, par exemple, l'État essaye de déranger l'autorité monétaire, parce qu'il faut faire un distinguo entre les budgets et la politique monétaire plutôt et la politique budgétaire. La politique budgétaire, nous avons dit que l'autorité, c'est le Parlement. Alors, la politique monétaire, c'est la Banque centrale. Ouais. Alors, lorsque vous avez, par rapport à ce que vous venez de dire, lorsque vous avez un budget qui est déficitaire, l'État va commencer à demander à la Banque centrale de fabriquer la monnaie ou encore de demander des avances monétaires auprès de la Banque centrale. Alors, lorsque la Banque centrale va donner l'argent à l'État ou au gouvernement congolais, c'est en ce moment-là que l'État va maintenant financer la partie déficitaire. OK. Et bon, dans ces cas-là... Mais il faut souligner une chose. Les déficits peuvent être intéressants ou importants quand vous prenez l'argent et vous les investissez dans des secteurs qui sont vraiment productifs. OK. Mais quand vous faites des déficits pour faire des dépenses, peut-être des activités, voilà. Là, ça peut être un non danger. Économiquement utile, oui, par ça exemple. peut être un danger pour parce que ça peut provoquer l'inflation, par exemple. Si vous prenez l'argent, vous ne faites pas vraiment une activité qui produit beaucoup de choses et tout, ça peut provoquer l'inflation. À ce moment-là, on déconseille, ce n'est pas vraiment intéressant. Et mais lorsque, si vous par exemple, un pays comme la RDC, vous ne pouvez pas vous retrouver dans une situation excédentaire. C'est-à-dire que vous avez moins de dépenses et il y a beaucoup de recettes. C'est quand même anormal parce que nous avons un pays où les besoins sont nombreux et puis vous avez beaucoup de priorités. Vous ne pouvez pas rester avec un budget qui est excédentaire à tout moment. Ce n'est pas vraiment intéressant. Je préfère peut-être que nous puissions avoir un budget équilibré. Mais c'est vraiment rare. Si vous regardez dans toutes les grandes économies du monde, vous avez remarqué que c'est très difficile d'avoir un budget. Mais le budget 2022, apparemment, il a été atteint à mi-chemin. Ce qui a justifié même la sortie médiatique. Le budget 2022, il faut attendre la reddition des comptes. OK. Il faut attendre la reddition des comptes. C'est en ce moment-là où on va nous détailler réellement quel était vraiment le montant de ces budgets. Il faut attendre parce que je pense que la reddition des comptes, c'est à la fin de l'année, si je ne me trompe pas. Mais il faut signaler une chose. Dans les budgets, vous avez aussi les recettes et les dépenses, comme nous avons expliqué. Mais les recettes proviennent d'où? Les recettes proviennent des impôts et des taxes. Et puis, lorsque dans un pays, vous avez c'est-à-dire que vous avez une faiblesse au niveau de récolter l'impôt et les taxes, ça va faire en sorte que l'État aura un budget faible et puis l'État va faire moins de dépenses. Il faut souligner que les dépenses publiques contribuent pour diminuer les inégalités dans une société. Okay. Donc, vous avez les recettes qui sont composées des impôts et des taxes. Et puis, du côté des dépenses, lorsque vous voulez faire vos dépenses, selon la théorie ou la littérature économique, vous avez remarqué qu'on vous classe les fonctionnements, les dépenses. Vous avez les dépenses pour le fonctionnement de l'État, les paiements des salaires et puis
les fonctionnements des administrations et tout. Et puis vous avez les interventions aussi. Oui, les investissements, c'est à côté. Vous avez les interventions où vous trouvez les investissements. L'État peut faire du social, l'État peut intervenir. Vous avez aussi, toujours dans les dépenses, vous avez, par exemple, les paiements de la dette. Vous devez aussi prévoir ça parce que généralement... La dette extérieure. Oui. Même la dette intérieure aussi, vous devez prévoir. C'est parce que ça donne une certaine crédibilité dans un pays. Comme vous êtes un pays qui, même chaque année, vous faites quand même un effort pour payer votre dette, ça va vous permettre aussi, dans les jours à venir, de contacter aussi d'autres emprunts. Et puis vous avez aussi, toujours dans les dépenses, on a cité les fonctionnements, les interventions, les dettes, et puis vous avez aussi les équipements, par exemple, pour l'État. Quand on parle des équipements, nous voyons peut-être les grands travaux et tout. Donc, tout ça, ça entre dans les dépenses, des dépenses publiques. Comme ce qu'avait fait le Premier ministre Adolphe Muzito à l'époque, en 2009, il a payé la dette de l'État congolais, il a épuisé tout. Oui, c'est très capital parce que si vous ne payez pas la dette, vous pouvez, dans les jours à venir, vous pouvez vous retrouver dans une situation très fâcheuse dans votre pays où vous serez obligé de voir dans les marchés extérieurs, même dans les marchés intérieurs pour emprunter. Et les institutions internationales ne peuvent pas vous faire confiance lorsque vous êtes un pays insolvable. Vous n'arrivez pas à payer la dette que vous avez envers toutes ces institutions. Là, vous risquez même de basculer dans des situations vraiment très, très compliquées où on peut même vous confisquer la plupart de vos actifs que vous avez dans les pays. Donc, c'est vraiment très, très dangereux pour un pays. Mais il peut aussi arriver qu'une institution internationale, par exemple le FMI ou la Banque mondiale, puisse procéder à la remise de la dette. C'est-à-dire? C'est-à-dire, il supprime une grande partie de la dette, par exemple de 50%. Vous devriez payer... La suppression, logiquement, la suppression vient par rapport aux efforts. Aux efforts que vous faites, par exemple. Par exemple, vous avez une grande dette, vous payez régulièrement, ou encore vous faites des réformes. Mais il faut signaler une chose. Les institutions, ou encore les bailleurs de fonds, lorsque vous pointez devant les bailleurs de fonds pour contracter des dettes et tout, qu'est-ce qu'ils font? Si d'ailleurs, dans vos fonds propres, vous avez des fonds propres très faibles, ils vont aussi vous financer à un niveau aussi très faible. Très faible, ok. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas vraiment vous considérer. Je trouve que vous n'avez pas de garantie. Oui, ils ne vont pas vraiment vous considérer. C'est-à-dire que lorsque vous vous présentez devant les bailleurs de fonds, ou bien devant les bailleurs de fonds dans les différents marchés où vous empruntez, vous devez avoir déjà dans votre fonds propre, vos fonds propres doivent être vraiment très costauds pour que vous puissiez avoir une certaine valeur et tout devant ces bailleurs de fonds. Sinon, on va vous donner des miettes. Et puis bon, si on vous donne 1 milliard, vous avez peut-être un budget aussi de 2 milliards, on vous donne 1 milliard. Dans un pays comme le Congo, lorsqu'on vous donne 1 milliard, dans un premier temps, on vous présente 1 milliard, vous allez dire que c'est beaucoup. Mais essayez de prendre les 1 milliard, venez avec dans notre pays pour essayer un peu d'investir et tout, relancer l'économie. C'est un montant vraiment qui va représenter rien pour l'économie du Congo. Ainsi, lorsque le Premier ministre dit que le budget 2023, 10 milliards proviendront de recettes propres, donc 4 milliards viendront d'où? Oui, bien évidemment, les 4 milliards, c'est... Vous avez l'État a plusieurs modes pour se financer, par exemple, ou encore se financer. Vous avez les impôts et les taxes, vous avez peut-être, vous pouvez vendre aussi des actifs, ou encore vous pouvez prendre des emprunts. Par exemple, quand le ministre dit que 10 milliards en fonds propres, les 4 là, c'est sûrement les bailleurs de fonds qui vont appuyer notre budget. Mais moi, d'après mes recherches, je vous ai préparé un truc là. Moi, j'estime que c'est pas très intéressant. C'est vrai, le budget, si on donne un budget de 14 milliards, on peut dire que le gouvernement actuel a fait quand même des efforts. Mais il nous reste encore beaucoup de choses à faire. Parce que nous sommes un pays qui a vraiment beaucoup de ressources. Nous avons l'argent dans ces pays. Le budget de 14 milliards, moi j'estime que c'est vraiment... Ça ne correspond pas avec notre réalité. J'ai par exemple fait une sorte de recherche. J'ai essayé d'élaborer comment on peut faire pour avoir un budget même de 30 milliards. Alors, vous avez comme premier point ici, j'ai énuméré la lutte, par exemple,
contre la fraude douanière, par exemple. Ok. Nous pouvons faire un effort renforcé de ce côté-là. Ça va encore nous donner un peu d'argent. Vous prenez comme deuxième point la lutte contre la fraude fiscale. Ici, j'ai dit, il y a l'ancien ministre de la Justice, je crois, M. Luzolo Bang. Okay. Il nous a parlé de 15 milliards. D'ailleurs notre invité prochainement. Voilà, il nous a parlé de 15 milliards qui échappent chaque année dans notre pays. Alors, si nous essayons un peu d'appeler les ministres, questionner lui, qui nous montre un peu les directives, qui nous montre comment ça se passe pour que ces 15 milliards échappent à notre pays. Déjà là, vous avez déjà les 15 milliards. Nous sommes dans les estimations. Vous avez les 15 milliards et la fraude douanière. Troisième point, vous avez l'instauration des impôts fonciers et puis locatifs. Ça vous donne déjà une affaire de 300 millions. C'est dans mes estimations. Vous prenez aussi les impôts fonciers et puis l'impôt sur les revenus locatifs. L'impôt foncier et puis l'impôt sur les revenus locatifs. Vous savez qu'on ne met pas beaucoup d'accent sur ça. Il y a beaucoup de gens qui doivent... Mais il y a beaucoup d'argent. C'est l'argent qui nous échappe comme ça. On peut faire des réformes. Tous les propriétaires de tous ces bâtisses, de ces maisons, ils doivent payer. Même parce que quand on parle de l'impôt locatif ou encore l'impôt foncier, ça dérange un peu la population. C'est un problème de culture. Mais il ne faut pas chercher à secouer vraiment très fort la population. Vous pouvez mettre même $1 par exemple. Oui. Si vous avez 5 parcelles, on vous prend $5 par mois. Je pense que quelqu'un qui a... Dans des milieux périurbains, par exemple. Même partout. Je ne sais pas, bon. Moi, je prends souvent pour l'impôt progressif, hein, parce que dans la société, nous avons quand même des classes. Il y a des gens qui sont plus aisés par rapport aux plus pauvres. Ils ne peuvent pas payer. De la même façon. Voilà, c'est un peu ça. Sauf que peut-être au niveau de la TVA où il n'y a pas de discrimination. Nous payons tous la même TVA. Voilà. Mais vous avez ça, vous avez l'impôt locatif, plutôt l'instauration d'impôts fonciers locatifs. J'estime ça à hauteur de 300 millions. Vous prenez pour aussi... toute la RDC. Oui. C'est pas peu. Mais oui, mais à Kinshasa, on nous estime à combien? À 15 millions. 12 ou 15 millions. Alors, 12 ça, c'est pour $1 par parcelle. Là, c'est 15 millions par personne. Maintenant, si nous essayons de voir un peu par parcelle, nous pouvons avoir peut-être 50 millions de parcelles. Vous voyez un peu l'estimation qu'on a fait. Voilà. Vous prenez, il y a aussi le côté moral aussi que je vais épingler. Mais je touche d'abord l'économie directement. Vous prenez la diversification de notre économie qui va renforcer beaucoup d'activités. Parce que lorsque vous diversifiez votre économie, il y aura plusieurs activités qui vont naître. Les gens auront du travail. En contrepartie, l'État va prendre des impôts et des taxes. Ça va nous donner beaucoup d'argent. J'ai estimé ça à 2 milliards. Parce que nous sommes vraiment un grand pays et tout. Il y a beaucoup d'activités que nous exploitons pas, en fait. Alors, vous prenez la diversification qui vous donne 2 milliards. Vous prenez la digitalisation de notre économie. C'est-à-dire, la digitalisation de notre économie, ça va nous donner des outils sophistiqués pour contrôler et récolter les impôts et les taxes dans le pays. Vous prenez encore la digitalisation, j'estime à 2 milliards. Vous prenez 2 milliards de dollars. Oui, j'estime à 2 milliards. Vous prenez la lutte contre la corruption, les détournements de fonds. Parlant de la digitalisation, excusez-moi de vous couper un peu la parole, comment la digitalisation peut accroître les recettes? Non, c'est ce que je viens de dire. On va mettre des mécanismes, des outils sophistiqués pour contrôler et récolter les impôts. Là, maintenant, c'est le travail des informaticiens. Vraiment, il faut avoir un logiciel qui contrôle. Voilà. Vous avez des logiciels comme Tompro, on utilise souvent dans la comptabilité. Vraiment, il faut faire appel aux... Les maisons qui créent des logiciels, elles sont nombreuses dans le monde. Elles sont nombreuses. On peut lancer l'appel d'offres. Elles sont nombreuses. Partez en Europe seulement. Elles sont nombreuses. On peut les appeler, ils vont venir, ils vont nous donner des outils, des contrôles. Ce qui ferait que... Oui, on peut couper même l'impôt à la source. Oui. Une personne qui travaille, et on sait qu'il est contribuable ou recevable envers l'État, on coupe l'impôt à la source. Déjà, dans son salaire, on sait que, par exemple, il est propriétaire d'une parcelle, et puis on coupe directement les $1 pour l'impôt foncier. S'il est, par exemple, locataire, on coupe le 2% sur l'impôt sur le revenu locatif.
soit s'il est propriétaire des bâtisses qu'il a mises en location, on coupe directement le 20% sur... Mais ça doit se faire avec l'élargissement des comment dirais-je, l'élargissement de nos banques commerciales. Ok. Nous devons avoir, parce que nous n'avons pas beaucoup de banques commerciales ici. Nous devons multiplier les agences partout. Okay. Multiplier les agences ou multiplier les banques? Non. Les agences. Soit nous avons des banques, mais ces banques-là doivent multiplier les agences. Mais au moins dans chaque commune même. Mais je pense que et les agences et les banques, vraiment, on doit en avoir beaucoup. Okay. Alors, ça va renforcer les systèmes de contrôle et le système de récolte. Voilà. Vous prenez la lutte contre la corruption. C'est tout ça. Oui, la lutte contre la corruption, les détournements des fonds et autres délits financiers. Ça peut nous rapporter 3 milliards. 3 milliards de dollars. Oui, selon mes estimations. Alors, jusque-là, je pense que c'est tout. C'est tout. Mais il y a un côté aussi, il faut signaler le côté moral aussi. Dans quel sens? Vous avez le côté moral, excusez-moi. On peut lancer aussi des campagnes contre les vols et les détournements. Via les boîtes. Au Congo. Oui, c'est faisable. Via les boîtes à lettres, par exemple. On peut mettre les boîtes à lettres sur chaque avenue. On peut mettre un numéro, par exemple, de téléphone qu'on peut mettre sur chaque avenue, par exemple. Pour faire quoi avec? Mais pour dénoncer justement les fraudes, qu'est-ce que nous avons avec dit? Les Congolais, il faut frapper. Hein. Non, mais on doit commencer par là. Pour dénoncer. Je ne vois pas un seul Congolais qui va dénoncer l'autre. Non, il faut commencer toujours quelque part. Il faut qu'il y ait des lois fortes qui menacent l'homme. Justement, je vais arriver. Ouais. Alors, nous sautons cette étape. Vous prenez aussi, qu'est-ce que nous avons dit ici? Nous étions au niveau de la moralité. Oui, au niveau de la moralité. Création d'un tribunal économique, voilà. Ok. Alors, pour lutter contre les crimes économiques, parce que c'est très important. Vous allez remarquer que chez nous, on n'a pas assez d'outils pour juger les gens qui font des crimes économiques. Il faut vraiment avoir un tribunal spécial pour ça. Donc, ils ne partent plus au parquet civil, oui, non, il faut vraiment un tribunal où vous allez avoir des juristes économiques, vous avez des économistes qui sont formés pour ça. Vraiment, des gens qui peuvent vraiment suivre à la loupe quand une personne a fait... Notamment la corruption, les trafics d'influence, la fraude fiscale, l'évasion fiscale. Il faut un tribunal spécialisé pour ça. Ça peut nous aider aussi. Ça peut nous aider aussi, ça peut nous aider. Alors, vous avez aussi, je vous cite un exemple, par exemple. En Angola, le président Laurens en 2017, la lutte contre la fraude, les détournements et tout, ça a apporté en Angola 11 milliards de dollars. En 2017. Ça a apporté en Angola, c'est-à-dire en fonds, en espèces et en nature. Donc, ils ont traqué même les biens qui sont à l'étranger. Okay. Et les fonds et l'argent, les biens et tout. Ça les a donné 11 milliards qu'ils ont ramenés dans leur pays. Ce qui a encore boosté les budgets. Voyez-vous, donc c'est très important. Même là, voilà pourquoi moi j'ai tendance à louer toujours le travail de l'IGF. Même si à côté, il y a quand même des imperfections. Mais je félicite beaucoup l'IGF par rapport à ce qu'il fait comme travail. Il faut qu'il soit accompagné quand même. Oui, il faut qu'il soit accompagné. Avec les tribunaux économiques. Oui, il faut qu'il soit accompagné. Je pense que M. Jules, il est un peu seul. Il est seul. Mais il essaye de faire, vous voyez, quand il appelle les musiciens, les comédiens et tout, c'est pas de la blague. C'est pour inciter les gens, parce que vous savez... À la moralité publique. Oui, vous savez, les musiciens et les comédiens et tout, en fait, ils utilisent ces moyens-là pour véhiculer les messages. Donc, c'est très important. C'est que, à travers des chansons. Oui, c'est que M. Jules Alinguet fait, mais il doit être accompagné. Il doit être accompagné, c'est vraiment une très bonne chose. Ça ne sert à rien de faire un travail. Vous avez des détourneurs de deniers publics et consorts, des gens qui s'érigent en trafic d'influence, mais après, on les libère et tout. Nous tournons à rond. Alors, nous avons aussi, je propose aussi à l'État congolais de créer, ou soit, je ne sais pas si je peux parler de cellules, ou encore, mais on doit quand même donner la mission à une personne qui va jouer le rôle d'un communicateur économique. Ok. Alors, la personne qui va jouer ce rôle,
il va commencer à alerter la population congolaise par rapport au budget que l'État dispose. C'est-à-dire qu'avec ça, la population peut déjà avoir une idée. Notre gouvernement a un budget, par exemple, de 10 millions. Alors, avec les 10 millions, le gouvernement sera capable de faire telle chose et de l'autre côté, il ne sera pas capable de réaliser telle chose pour la population. C'est quand même très capital la création d'un communicateur en matière économique. C'est vraiment une chose qu'on ne peut pas négliger. Ça peut nous aider aussi, même si on essaye de faire des réformes de ce côté-là. Bon, alors, on revient à la question, est-ce que le budget est réaliste par rapport à tout ce que vous avez révélé? Non, j'ai bien dit que si réellement nous avons pour l'année 2023. 2023, oui. Oui, le budget c'est pour 2023. Oui. Alors si réellement nous aurons les 14 milliards, c'est quand même une chose à féliciter. Mais j'estime qu'il nous reste encore beaucoup de choses à faire. Parce qu'avec tout ce que je viens de chiffrer ici, les calculs nous donnent une affaire de 30 milliards. Donc on va arriver à 30 milliards. Oui, nous pouvons avoir un budget de... Les Congolais peuvent vivre dans un paradis. J'ai oublié une chose. Vous avez les richesses frontalières. Okay. C'est-à-dire qu'il y a des richesses que le Congo partage avec ses différents voisins. Alors nous pouvons créer des commissions mixtes avec ces pays-là. Et c'est un peu de discuter, créer des commissions mixtes pour nous puissions aussi récupérer notre part. On ne risque pas de créer Bunagana 2? Non, c'est question c'est question de... Je pense que notre chef de l'État est quand même fort en diplomatie. Ouais. Je pense qu'il est quand même fort en diplomatie, en communication. Il peut bien parler avec ces différents présidents. Parce que là où les bas blessent dans la frontière, justement à l'Est, là, c'est les richesses. On n'a pas les choix. On n'a pas les choix. Si nous sommes forts sur le plan militaire, par exemple, nous pouvons mater les autres pays, là, nous pouvons les chasser. Mais si nous ne sommes pas forts, pourquoi ne pas négocier? Mais pour être fort, il faut avoir ce budget-là. Mais il faut avoir un costaud. Oui, un budget très costaud. D'ailleurs, moi, dans mon idée, vraiment dans mon entendement, c'est la défense qui doit être notre première priorité. Parmi les secteurs prioritaires, vous quand on a tout ça, si aujourd'hui nous avons les 30 milliards, nous devons donner la priorité à la défense. Parce que nous avons une guerre qui a traîné depuis longtemps. Comme ce qu'avait fait aux États-Unis Donald Trump. Voilà. Nous avons la défense, il faut mettre beaucoup d'argent à la défense. J'ai même énuméré ça, à la justice. Il faut faire une réforme de la justice parce que vous le savez très bien, nous, nos frères chrétiens, même si moi je ne suis pas chrétien, mais les frères chrétiens disent que, dans leur Bible, ils disent que la justice élève une nation. Ils ont raison. Ils n'ont pas tort. Non, de ce côté-là, ils ont raison. Il faut réformer la justice, donner beaucoup de moyens à la justice. Vous avez aussi, donc nous prenons la défense, l'armée et tout. Vous avez le secteur prioritaire. Oui, vous avez la justice, la santé. Il faut donner beaucoup de moyens à la santé. Parce que si vous êtes en l'éducation aussi. Si vous êtes en mauvaise santé, ça ne marchera pas. Ouais. Oui, évidemment, vous prenez l'éducation. L'agriculture. Avec la gratuité. Mais la gratuité, un peu, c'est une très bonne chose. C'est une bonne décision. Mais sauf que il manque un peu la qualité. Alors, je pense que la qualité, c'est parce qu'il n'y a pas assez de moyens. Alors, il faut mettre beaucoup de moyens pour construire des écoles et tout, pour renforcer un peu parce que ça va de pair avec le renforcement du capital humain. Si vous avez une population qui a un très bon capital humain, ça peut vraiment aider ces pays-là pour que les pays puissent avancer. Alors, vous avez aussi l'agriculture, comme vous avez dit. Si vous ne mangez pas très bien, ça sera... Surtout l'agriculture. Oui, il faut mettre beaucoup d'argent à l'agriculture parce que vous avez la démarche en économie de développement. On nous a enseigné que pour être une puissance économique, vous devez maîtriser les deux pôles. Vous devez être une puissance agricole et puis une puissance industrielle. Mais vous commencez d'abord par être une puissance agricole. C'est avec les surplus agricoles, c'est en ce moment-là que vous allez financer l'industrialisation. Puisque l'industrie va transformer tout ce qui va provenir de l'agriculture. Donc vous devez vraiment renforcer d'abord l'agriculture. C'est très important. Maintenant, il faut voir, nous sommes faibles sur le plan industriel. Pourquoi? Parce que sur le plan agricole aussi, vraiment, ça ne marche pas. Il faut renforcer. On doit acheter même des tomates à l'extérieur, ça ne marche pas. Ça ne va pas. Alors que nous avons des terres arables. Alors que nous avons des terres arables. Donc, il faut mettre aussi beaucoup d'argent à l'agriculture. Avec l'agriculture, ça peut rapporter combien au budget national, si on peut estimer? Bon, l'agriculture, je dois faire vraiment des estimations. Si on fait une agriculture industrialisée.
Moi, j'ai... Comme avec le parc agro-industriel de L'autre fois, j'étais sur votre... Moi, je suis toujours contre l'agriculture industrialisée à l'ère actuelle. Parce que nous risquons de tomber dans la situation de Bukangalund. Vous voyez nos parents, nos amis qui font déjà l'agriculture dans les différents sites marchés. On doit juste les soutenir. On doit juste les soutenir en les donnant quelques outils, en digitalisant, on essaie un peu d'amener la digitalisation dans l'agriculture. C'est très capital. C'est très capital. Avec des logiciels et tout, comme ça se passe actuellement au Sénégal, les Japon sont très avancés en ce domaine. On peut aussi faire appel à eux pour essayer un peu de faire. Vous avez aussi les infrastructures. Il faut lancer des grands travaux. C'est très capital pour un pays, pour les développements. Toujours avec le même budget de 14 milliards. Oui. On peut toujours, avec le même budget, on peut toujours faire des petites répartitions. Vous savez bien évidemment, moi je suis dans un secteur où je suis président d'une ONG qui soutient les sportifs et puis les artistes. Vous devez aussi soutenir les sports et puis la culture, parce qu'un pays qui ne soutient pas la culture, c'est comme un pays qui est sans repère. Vous devez mettre beaucoup d'argent aussi sur ça. Est-ce qu'avec ce budget, ça pourra avoir de l'impact sur le plan social, notamment faire améliorer, augmenter le pouvoir d'achat de la population? Si on essaye de faire, les dépenses sont bien calibrées, ça va. Il n'y a pas de dépassement budgétaire pour certaines institutions, notamment la présidence aujourd'hui. Par exemple, mais je pense que dernièrement, le président a parlé de la diminution du train de vie de l'État. Je pense que si on le faisait, ce serait une bonne chose pour le pays. Donc là, ça pourra aider à améliorer, augmenter le pouvoir d'achat. Oui, effectivement, parce que l'année prochaine, ça sera déjà une année électorale. Il faut faire beaucoup de réformes et tout. Ça peut être une bonne chose pour l'image du pays, l'image du gouvernement. Et puis... Est-ce que pour développer la RDC, on a besoin vraiment de l'aide extérieure? Avec ce que je viens de vous chiffrer ici, déjà avec sur fonds propres, nous pouvons prendre même 30 milliards si nous faisons de bonnes réformes. Alors, en ce moment-là, on n'aura même pas besoin de l'aide extérieure. Ou encore, si nous avons déjà un budget de 30 milliards, lorsque nous allons nous présenter chez les bailleurs de fonds, ils vont nous considérer et puis ils vont nous donner aussi beaucoup d'argent. Ils vont nous donner beaucoup d'argent parce qu'ils vont voir notre capacité à mobiliser les fonds en interne. C'est vraiment un atout majeur. Comment vous analysez cette habitude-là pour les dirigeants de pouvoir allouer un budget costaud ou des dépenses un peu exagérées dans les fonctionnements des institutions lorsqu'il y a augmentation du budget, au lieu de créer des projets économiquement utiles qui peuvent contribuer à la redistribution de la richesse au niveau de la population? Comment vous analysez cette habitude-là? Bon, je vais répondre par une réponse simple. Je peux facilement dire que c'est juste un choix politique. C'est juste un choix politique. Ce n'est pas un mauvais choix politique de pouvoir augmenter les salaires de gens lorsqu'on sait que le pays, tout va mal, mais on a augmenté le budget pour accroître le pouvoir d'achat de la population ou le social du peuple afin qu'il y ait une redistribution équitable de ces richesses. Là, vous êtes dans... Mais on augmente quand même le salaire. Là, vous êtes un peu dans la théorie économique. Hein, vous essayez un peu d'être réaliste. Mais vous le savez, l'économie subit des coûts qui proviennent de la politique. C'est-à-dire, en d'autres termes, l'économie dépend de la politique. Donc, vous avez d'autres réalités aussi politiques que moi, étant que ça nous échappe un peu. Nous manquons un peu de réponses pour ça. Puisque comme nous ne sommes pas aussi dans la cuisine interne, c'est un peu difficile Mais moi, j'estime que la répartition du budget, c'est une question de choix politique. Ici, nous avons essayé de faire un peu, nous avons essayé d'énumérer un peu les choses dans la réalité ou encore dans la théorie. Mais en réalité, la répartition, ça dépend d'un pays à un autre. Vous pouvez trouver un pays, par exemple, qui donne l'accent à l'agriculture, un pays qui donne l'accent à l'éducation, un pays qui donne l'accent au fonctionnement de l'État. Donc, ça dépend d'un pays à un autre. Nous sommes arrivés à la fin. Est-ce que vous avez un mot à dire par rapport au budget proposé pour 2023? Bon, moi, je dirais juste que le budget de 14 milliards, la proposition, c'est une bonne chose.
Je félicite quand même. C'est quand même une bonne chose par rapport au budget qu'on avait dans le passé. Mais on doit faire beaucoup d'efforts pour arriver même à 30 milliards. C'est possible. Avec ce que nous venons d'énumérer ici, c'est possible. Il est question de les mettre en pratique. Ça peut nous donner un budget qui va aider les pays à faire ces différentes dépenses pour la population. Parce que nous avons beaucoup de besoins. Tout est prioritaire dans notre pays. Nous avons beaucoup de difficultés. Un bon budget, un budget costaud, bien calibré, bien orienté, ça va aider notre pays à aller de l'avant. Hassan Makombo, analyste économique, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Cet échange est terminé, mesdames et messieurs. Nous sommes arrivés à la fin. Votre émission Bosso l'économie, nous allons nous retrouver prochainement, le jeudi prochain, avec le même plaisir. Mais n'oubliez pas de partager le direct et d'y mettre un peu de cœur. Et on s'en va là-bas comme